Durant quelques jours, c'est du tourisme. Surtout s'ils habitent loin de chez soi, en tout cas, si pour les visiter, on découche au moins une nuit de son domicile. Et en même temps, elle mélange aussi le fait que acheter un forfait de séjour à Center Parcs, finalement, c'est du tourisme aussi. Alors, moi, je dis que cette définition qui fait du tourisme un phénomène aussi banal a un problème particulier, pose un problème particulier, c'est-à-dire qu'elle naturalise la pratique touristique. C'est-à-dire que dès lors qu'on part finalement et qu'on y prend un peu de plaisir, qu'on visite des amis, on est un touriste. Autrement dit, ça banalise la pratique touristique. Or, la pratique touristique me semble pas du tout banale et me semble historiquement et socialement un phénomène inédit, un phénomène sans doute hors du commun dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde un peu le tourisme et si on essaie de le définir un peu précisément, moi, je propose plutôt une définition qui serait de dire que le tourisme aujourd'hui est une mobilité d'agrément, donc toujours avec le principe de plaisir comme motif essentiel, qui est organisée, planifiée, autour d'attractions divertissantes, dûment identifiées et valorisées comme telles, tant subjectivement par le touriste qui en ressent l'attrait et qui a envie de visiter, que plutôt objectivement par les aménageurs, les promoteurs, les élus, les chefs d'entreprise, les opérateurs touristiques divers et variés, qui élaborent l'attractivité des pratiques touristiques, des territoires, par la communication et par la mise en scène commerciale de ces activités-là. Et finalement, désormais, le tourisme est le résultat d'une forme d'ingénierie sociale dédiée à l'aménagement du territoire et à l'organisation de pratiques adaptées à un désir qui est celui du désir touristique, qui est beaucoup plus fondé aujourd'hui sur la recherche du divertissement que la recherche de la diversité. Et cette ingénierie se manifeste, à mon avis, par des dispositifs territoriaux de contrôle social. Donc on parlait d'un livre qu'on avait écrit, Le tourisme, émancipation au contrôle social. Au départ, il y a eu une velléité émancipatrice dans le tourisme, mais qui depuis déjà quelques décennies s'est complètement renversée de mon point de vue, et qui s'est renversée du côté du contrôle social, notamment concernant la gestion des flux et la valorisation d'espaces qui sont normalisés selon des critères esthétiques. Il faut que ces espaces soient considérés comme beaux et attractifs. Des critères économiques. Il faut que ces espaces soient rentabilisés. Et de ce point de vue, le tourisme, c'est une forme de management du monde. Et il faut aussi des critères sécuritaires. Pour que le tourisme soit possible sur un territoire donné, il faut que ce territoire soit sécurisé. On le voit bien, par exemple, on l'a bien vu sur tout le tourisme saharien qui a connu une expansion assez forte en Algérie. Puis quand l'Algérie est devenue insécuritaire, on est allé pratiquer le tourisme saharien en Libye. Puis quand on n'a pas pu le pratiquer en Libye, et ben aujourd'hui, le tourisme saharien, c'est compliqué. Alors il y a la Mauritanie qui est en train d'émerger aujourd'hui comme espace sécurisé. Mais on voit bien que le tourisme suppose une dimension sécuritaire assez forte et de plus en plus aussi des critères environnementaux et écologiques, parce que l'écologie étant devenue une modalité de l'attractivité économique des territoires, il est de bon ton de pratiquer le tourisme selon des modalités, écologiquement correctes. Donc finalement, où qu'on soit dans le monde, de plus en plus, cette standardisation des territoires et cette standardisation touristique des territoires tend à produire des lieux qui sont des lieux reconnaissables entre tous, où qu'on soit, sur la planète, de plus en plus. Et finalement, on est sur des schémas de reconnaissance qui font que la confrontation à l'inédit, la confrontation à l'altérité, j'ai presque envie de dire avec un grand A, devient de plus en plus difficile, voire le tourisme la rend impossible. Alors, on peut se poser cette question, est-ce que la confrontation à l'altérité est encore une intention touristique ou pas? Pour comprendre aussi l'expansion du phénomène touristique, il faut avoir recours un peu à l'histoire. L'industrie touristique a connu une longue et progressive évolution. Si on en est là aujourd'hui, comme je le disais, c'est un phénomène assez inédit, mais qui bénéficie de transformations sociales qui portent sur les derniers siècles. Mais la généralisation du processus touristique a été rendue possible grâce à l'enchaînement de plusieurs facteurs qui ont permis
à différentes catégories sociales, à différentes catégories de la population, de s'adonner au tourisme. Au départ, le tourisme, il faut le rappeler, était réservé à l'aristocratie, qui envoyait ses jeunes faire un tour à finalité éducative avant de s'engager dans les choses sérieuses de l'existence. Puis, révolution industrielle, une classe monte, c'est celle de la bourgeoisie, qui à son tour reprend cette pratique touristique et envoie ses jeunes et commence à pratiquer le tourisme, donc la mobilité d'agrément, aussi parce qu'elle en a les moyens. Et puis, processus expansion du salariat, congés payés, un temps libre s'ouvre dans la vie quotidienne du salariat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en vacances. Et là, le tourisme tente à se démocratiser. Alors, je mets démocratiser entre guillemets, parce qu'on parle souvent de démocratisation en parlant de consommation, alors que ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est la capacité de choisir les décisions politiques qu'on va subir. Ça n'a rien à voir avec la capacité de consommer ce qu'on veut ou où on a envie de le consommer. C'est quand même très différent. Quoi qu'il en soit, le tourisme s'est répandu grâce à une forme d'imitation sociale du grand par le petit, du grand, c'est-à-dire de celui qui avait une position enviable dans la hiérarchie sociale, par celui qui voulait accéder à ce signe de distinction qui était celui de partir pour le plaisir. Donc, la société salariale issue de la révolution industrielle, puis les congés payés, puis ensuite l'avènement de la société de consommation, parce que le tourisme, on parlait tout à l'heure d'excédent budgétaire, mais cet excédent budgétaire-là, il a aussi été permis grâce à la société de consommation qui a connu un développement, notamment après-guerre, et qui ont fait du voyage un produit désirable comme un autre. Autrement dit, un produit de consommation comme un autre. Les évolutions technologiques, machines à vapeur, moteurs à explosion, l'aménagement du territoire et l'implantation d'infrastructures de circulation et d'accueil ont permis de rendre indolore l'épreuve de l'espace. Et là encore, on y reviendra peut-être dans le débat qui va suivre, parce que justement, le recours au vélo, le recours à la marche aussi, c'est une manière aussi de sortir de cette neutralisation d'expérience physique liée au voyage, mais de réduire considérablement aussi les risques liés à l'aventure hors de son domicile. Il faut quand même aussi rappeler que si le tourisme est devenu quelque chose de banal, cet excédent budgétaire dont on parle, il n'est pas donné à tout le monde. Statistiquement parlant, aujourd'hui, il faut être un ressortissant de pays riches, de pays occidentaux pour avoir les moyens de pratiquer le tourisme. Si on regarde au sein des sociétés des pays développés, de la France en particulier, 80% des cadres partent en vacances contre 50% des ouvriers. Autrement dit, il faut être dans la hiérarchie supérieure des revenus pour avoir les moyens de partir en vacances. Et on considère que 50% des gens n'ont pas les moyens de partir en vacances. Ils en ont l'envie, parce que le consensus touristique dont on parlait est extrêmement fort. Donc le fait de vouloir partir est relativement généralisé. Mais quant aux moyens qu'il faut disposer pour partir en vacances, ceux-là ne sont pas donnés à tout le monde. Donc si on généralise ça au monde entier, à une époque, lorsque j'ai écrit le manuel de l'antitourisme, la première édition, l'OMT disait que 3,5% de la population mondiale avait les moyens de partir en vacances et de pratiquer le tourisme. Aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un phénomène d'expansion, l'industrie touristique, manifestement, a de beaux jours devant elle, ou en tout cas est une industrie en expansion. On peut considérer qu'environ 10% de la population mondiale pratique le tourisme. Donc, il faut quand même se dire que le tourisme reste quelque chose qui n'a rien de normal, entre guillemets. Et si on considère que le coût écologique du tourisme, on peut se dire qu'un monde en transition devra tôt ou tard réduire, décroître et peut-être même se passer du tourisme, qui est complètement lié à la société de consommation et à un mode de vie lié au capitalisme. Quand je critique le tourisme, je critique le système touristique et non pas les touristes eux-mêmes. Moi, je suis un touriste. Je crois qu'on est tous ici amenés, dès lors comme on voyage pour le plaisir, à être des touristes. On ne peut pas reprocher à un poisson rouge de boire l'eau de son bocal. On ne peut pas nous reprocher de faire du tourisme. Parce que dès lors qu'on part et qu'on y prend un peu de plaisir et qu'on est susceptible de rentrer dans la définition du tourisme. Donc ce qui me semble critiquable aujourd'hui, c'est cette
c'est cette mise en organisation de la réalité, ces créations d'infrastructures qui sont partout et qui finalement rendent les séjours agréables, mais les rendent aussi insupportables. Ce sont aussi tous ces lieux qui sont standardisés et qui font qu'on part et on se met à retrouver ailleurs ce qu'on a chez soi. Alors parfois, ça fait partie du confort, parce que on sait bien que pouvoir manger un hamburger chez McDonald's en Thaïlande, c'est peut-être un moyen de jouer sur la reconnaissance et de se dire qu'on ne sera pas surpris par ce qu'on va trouver. Mais c'est aussi un moyen d'annuler la diversité, de ne plus découvrir. Et la découverte, par définition, elle se fait pour le meilleur, mais elle se fait aussi pour peut-être le pire. Mais ça fait partie aussi de la dimension aventureuse du voyage. Si on revient sur l'histoire du tourisme, le tourisme au départ, et justement on revient sur la question de l'émancipation et du contrôle social dont on parlait, au départ le tourisme, notamment avec la généralisation des congés payés, il y avait une dimension émancipatrice, en tout cas dans ceux qui l'ont mis en place, c'est-à-dire que le tourisme devait permettre aux classes populaires de découvrir le monde, et il y avait aussi de découvrir en tout cas le pays dans lequel ils vivaient. Il y a eu l'expansion du camping, il y a eu les villages vacances qui se sont créés, et finalement il y avait une dimension d'éducation populaire qui était liée au tourisme. Mais le tourisme, c'était aussi la contrepartie de la peine liée au fait de travailler. Autrement dit, le tourisme, c'était une forme d'aménagement de peine. C'est-à-dire que d'une part, vous travaillez toute l'année, vous avez 5 semaines de vacances, et pendant ces 5 semaines de vacances-là, on va vous permettre de partir en vacances. C'est le temps peut-être nécessaire pour pouvoir supporter le reste de l'année. Vous avez tous entendu comme moi, et peut-être même que vous l'avez vécu, mais des gens qui vous disent « il faut que je parte en vacances, sinon je vais péter un plomb ». Ça, on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène. Le tourisme est à proprement parler une industrie de compensation. C'est l'industrie qui nous permettrait de tenir le coup le reste de l'année en allant ailleurs, oublier un peu le monde dans lequel on vit. Ce qui nous ramène aussi à nos conditions d'existence, c'est-à-dire que pour que le tourisme soit devenu aussi enviable, on peut s'interroger, ça nous ramène finalement à nos conditions de vie, et on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont devenues tellement invivables qu'on a besoin de partir en vacances pour oublier notre quotidien. En tout cas, le tourisme, au départ, il y avait cette idée d'émancipation sociale, mais très vite, la demande s'accroissant, très vite, les associations, les syndicats qui organisaient le tourisme ont été relayés par des industries comme les autres, des entreprises capitalistes comme les autres, qui ont su, avec l'efficacité qu'on leur connaît, on ne peut pas leur enlever ça, mettre en place une activité touristique rentable sur tous les territoires, avec des segments commerciaux qui ont permis de faire partir, en tout cas de répondre aux besoins de toute une partie de la population. Et aujourd'hui, le tourisme est considéré comme une des premières industries mondiales, c'est-à-dire que le tourisme, selon l'Organisation mondiale du tourisme, est promis à de beaux jours. Il semblerait que rien ne puisse entraver le développement du touristique. Et finalement, on peut se imaginer que de plus en plus, les questions liées notamment, et c'est une préoccupation qui est montante, les questions liées à des phénomènes de saturation touristique qu'on connaît de plus en plus dans certaines grandes villes, alors elles deviennent visibles parce qu'ils touchent certaines grandes villes, vont se poser avec d'autant plus d'acuité que tous les pays émergents comme la Chine, l'Inde et j'en passe vont produire de plus en plus de touristes qui vont venir visiter les pays du monde en ayant recours à l'avion, en ayant recours peut-être aux bateaux de croisière. Et on sait aujourd'hui que le coût écologique du tourisme est extrêmement important. L'avion, le développement du tourisme repose sur l'usage de l'avion, c'est-à-dire que l'avion permet de partir de plus en plus loin, de plus en plus fréquemment, et l'idée étant de partir aussi pour des durées de plus en plus courtes qu'on va pouvoir reproduire tout au long de l'année, est un gros émetteur de gaz à effet de serre. On sait que le transport maritime est aussi un gros émetteur de gaz à effet de serre. On sait qu'un bateau de croisière, en une journée, produit autant de particules fines qu'1 million de voitures en moyenne. Donc on est sur des modes de transport qui ont un coût écologique extrêmement fort. Alors là aussi, on est dans le forum du voyage à vélo, donc
peut-être qu'on pourra débattre sur ce vélo qui produit moins de gaz à effet de serre. N'empêche que l'impact environnemental lié à nos pratiques touristiques est important. Il faut savoir aussi que le tourisme est un secteur d'activité vers lequel convergent beaucoup d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que le tourisme concentre l'hôtellerie-restauration, le BTP, le transport, la production d'énergie. Autrement dit, il y a un coût énergétique lié à la pratique touristique qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas nier. Et comme aujourd'hui, on parle beaucoup aussi les questions écologiques sont sur le devant de la scène, écologiquement parlant, pratiquer le tourisme tel qu'on le pratique aujourd'hui n'est pas durable. Donc ça demande aussi de se remettre en question sur cette pratique-là, parce qu'on peut imaginer que c'est un usage du monde qui ne pourra pas durer indéfiniment. Il faut aussi s'interroger sur la connotation positive qui est liée au fait de se déplacer. Moi, je parle souvent de dromomanie, c'est-à-dire la dromomanie, c'est la manie du déplacement. La mobilité dans nos sociétés est connotée de manière extrêmement positive. C'est-à-dire que quand on regarde les stars se déplacent, une star française va avoir une villa à Los Angeles, tous les héros de la mondialisation se déplacent facilement. Et finalement, ce déplacement pourrait servir de modèle social, d'exemple à suivre. Mais on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de se déplacer? Et est-ce que, depuis qu'on se déplace, le monde est devenu meilleur? On peut en douter parce que... alors, je disais récemment, j'étais récemment invité devant des chefs d'entreprise qui vendent du tourisme et qui me disaient oui, mais le tourisme contribue à la paix dans le monde. Moi, je suis désolé. Qui peut prouver que le tourisme contribue à la paix dans le monde? La première région touristique mondiale, à savoir la Méditerranée, c'est aussi une région où la chasse aux migrants est extrêmement forte, où le respect de la diversité me paraît pas forcément le plus développé. Et où il y a des tensions sociales, économiques, culturelles qui sont extrêmement fortes aussi. C'est pas la Méditerranée, le bassin méditerranéen ne me paraît pas un lieu utopique de paix entre les peuples. Voilà, donc on peut réfléchir à cette question-là, c'est-à-dire que l'éthique qui est liée au fait de partir et que le fait de partir permettrait de mieux connaître la diversité et finalement d'être plus respectueux de la diversité culturelle. Rien ne permet de penser que ce soit une réalité avérée. On peut aussi s'interroger sur la dimension émancipatrice du tourisme. On en a parlé. Il y a des héros du déplacement. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure du festival Étonnant Voyageur. Je vous parlais tout à l'heure de Nicolas Bouvier. Moi, Nicolas Bouvier, c'est quelqu'un dont la lecture m'a enchanté. J'ai lu aussi Jack Kerouac. Mais aujourd'hui, le monde de Nicolas Bouvier, le monde de Jack Kerouac n'existe plus. C'est-à-dire que toute la Beat Generation qui partait sur les routes pour se sortir d'un mode de vie, pour contester un ordre social avec une dimension politique aussi, tout ça a complètement disparu. Quand Nicolas Bouvier partait, il partait sans forcément savoir quand il allait revenir. C'était un engagement de toute sa vie. Il ne savait pas vraiment comment il allait rentrer non plus. Aujourd'hui, le tourisme, c'est plus ça. Le tourisme, vous partez, vous avez un aller, vous avez un retour. Tout est très organisé. Et finalement, tout ce qui peut apparaître comme quelque chose d'inédit, d'imprévu, devient un accident, voire un incident. Je me souviens il m'est arrivé, lorsque j'étais plus jeune, d'accompagner des voyages, notamment en Libye. Un jour, le guide s'est perdu. Et il est arrivé dans un village en passant par la décharge à ordures, par exemple. Le circuit ne prévoyait absolument pas d'arriver dans ce village par la décharge à ordures. C'était justement le lieu qu'il fallait éviter. Et pourtant, on est arrivé par là et je me suis dit, moi, quand j'ai vu ça, alors c'était des centaines de milliers, non, des centaines, peut-être pas des milliers, mais de boîtes de conserve polies par le vent de sable, c'était magnifique. Mais en même temps, c'était tout ce qu'il ne fallait pas voir par lequel on arrivait dans ce village.
Et d'une certaine manière, je me suis dit finalement la part du voyage, elle était là dans ce circuit. C'est-à-dire que c'est là où on a finalement découvert que dans les villages libyens, les décharges à ordures étaient comme ça dans le désert et qu'il y avait même une dimension esthétique. Mais quoi qu'il en soit, cette découverte de la réalité-là, est-ce qu'elle est encore aujourd'hui le motif de nos déplacements d'agrément, qui sont la plupart du temps des motifs extrêmement balisés, sur des itinéraires extrêmement standardisés. Et lorsqu'on parle de surtourisme, des effets néfastes du tourisme, bien souvent les professionnels du secteur vous disent les effets néfastes du tourisme sont liés à la désorganisation du système touristique. C'est-à-dire que pour les contrebalancer, il faut encore plus organiser le tourisme. Et donc, tout ce qui est tourisme individuel, tourisme individuel non organisé devient finalement une manière de rendre le tourisme inacceptable. Et donc, c'est une manière aussi pour eux de lutter contre tout ce qui est Airbnb et tout ça, parce qu'il faut encore plus organiser le voyage, il faut encore plus produire des itinéraires standardisés desquels, finalement, le touriste ne pourra pas s'échapper. Parce que si on observe aussi l'évolution des schémas touristiques, on est de plus en plus sur des schémas liés à l'enfermement. On parle des tout inclus, on parle des itinéraires touristiques qui sont extrêmement fléchés. On le voit bien quand on regarde des touristes qui suivent un guide. Tout est extrêmement organisé. À telle heure, vous montez dans le car. À telle heure, vous allez visiter ça. À telle heure, vous repartez. À telle heure, vous allez visiter une autre chose. Tout ça, c'est une manière, je parlais tout à l'heure de contrôle social, mais c'est une manière de contrôler les flux extrêmement serrés. Et finalement, c'est aussi érigé, ce type d'organisation, comme un moyen d'éviter tous les phénomènes de saturation touristique liés au surtourisme. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais du surtourisme dans les grosses villes européennes. Donc, certains opérateurs touristiques vous disent oui, c'est parce qu'on n'organise pas assez la pratique touristique. Il faut encore plus encadrer les gens, encore plus les insérer dans des circuits desquels ils ne pourront pas s'échapper et encore plus les enfermer dans des organisations qui sont touristiquement dédiées à la pratique touristique. Mais c'est un phénomène qui est volontairement agencé comme tel, mais c'est aussi un phénomène qui tend à se produire parce que les lieux touristiques deviennent de plus en plus invivables pour les populations locales. Venise, Barcelone sont des lieux où les lieux les plus touristiques, vous n'y voyez que des touristes qui se baladent au milieu de lieux dédiés aux touristes. Et finalement, l'autochtone, entre guillemets, n'est là que comme un prestataire de service. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité de rencontrer des gens de manière, on va dire, spontanée, parce qu'il n'y a plus rien de spontané là-dedans. Et le tourisme rend invivable la vie des populations locales, à diverses raisons. C'est saturation liée aux quantités de monde qui la fréquentent, prix des loyers qui devient excessif, nuisances sonores liées aux pratiques de fêtes diverses et variées. Et finalement, les gens du coin disparaissent des lieux touristiques, vont habiter ailleurs, et finalement, le tourisme devient une pratique de l'entre-soi. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique le tourisme, on est un touriste parmi d'autres touristes, et finalement, on rencontre plus personne. Le phénomène le plus emblématique de ça, c'est ces centres de vacances, voire même ces campings, où quand vous arrivez, on vous met un bracelet qui vous permet d'être reconnu comme quelqu'un qui a payé son séjour, mais aussi comme quelqu'un qui, lorsque vous sortez du lieu, va être identifié par l'autre comme un touriste, et donc comme un consommateur à qui on va pouvoir essayer de vendre quelque chose éventuellement. Donc l'enfermement devient de plus en plus le signe des organisations touristiques, c'est-à-dire qu'il y a un renversement complet de l'imaginaire du voyage, qui est un imaginaire lié à l'exploration, à la découverte, à l'expérimentation d'autres formes de vie, d'autres formes d'existence, d'autres formes de connaissances. Là, on est dans un registre qui est celui de l'enclave touristique. Et finalement, il y a une forme le mot est peut-être un peu fort, mais d'apartheid social, qui fait que d'un côté, il y a les touristes dans leurs organisations touristiques, et de l'autre, il y a les autochtones qui vivent tant bien que mal autour de ça.
De la même manière que le tourisme tente à se répandre partout, je parlais tout à l'heure du Airbnb, mais le Airbnb, c'est aussi, c'est absolument pas une alternative, de mon point de vue, à ce tourisme industriel, parce que le Airbnb tend à transformer chacun d'entre nous, en tout cas chacun qui pratique cette activité-là, en opérateur touristique potentiel. C'est-à-dire que tout devient potentiellement valorisable touristiquement. On devient tous, dès lors qu'on loue une chambre, dès lors qu'on loue un appartement, dès lors qu'on vend même une expérience, parce que maintenant on peut vendre de l'expérience, c'est-à-dire que ce qui avant était une logique liée à la rencontre de hasard ou à quelque chose qu'on réservait à des amis. Aujourd'hui, vous pouvez le vendre sur Airbnb, vendre une partie de pêche en montagne ou, je sais pas moi, danser le flamenco dans un bar parisien. Vous pouvez le vendre via Airbnb. Et donc, nous devenons tous des opérateurs touristiques potentiels. C'est-à-dire que l'industrie touristique est quand même assez forte. C'est-à-dire que l'imprégnation, l'emprise touristique sur les mentalités devient extrêmement forte. Et finalement, ça devient une pratique entre guillemets naturelle, spontanée, où on peut tous devenir, faire un peu de business par le tourisme. Alors les villes de plus en plus tendent à endiguer ça, mais ça endigue le Airbnb, mais ça n'endigue pas, absolument pas l'expansion de l'industrie touristique. La question que je me pose de plus en plus, c'est est-ce qu'il existe une alternative au tourisme, et en tout cas, est-ce qu'on peut encore espérer voyager dans le monde d'aujourd'hui? On en discutera tout à l'heure peut-être, mais la distinction entre tourisme et voyage est une question délicate, parce qu'objectivement, dès lors qu'on voyage pour le plaisir, on est un touriste. Mais est-ce qu'il y a encore une dimension plus philosophique liée au fait de se déplacer pour le plaisir, liée au fait d'essayer de connaître le monde? Et finalement, cette dimension-là, comment est-ce qu'on peut la valoriser? Comment est-ce qu'on peut la développer dans un monde aujourd'hui qui est complètement organisé? Est-ce qu'il y a des moyens encore de désorganiser le voyage, de pratiquer cette forme d'exploration qui était celle des premiers voyageurs? Ça devient de mon point de vue, ça devient de plus en plus complexe. Et c'est une question que j'aimerais bien, sur laquelle peut-être on aura l'occasion de débattre, parce que c'est une question qui moi me préoccupe. Notamment Victor Ségalen, qui était un écrivain voyageur, qui avait écrit un essai sur l'exotisme, avait fait émerger une figure qui était celle de l'exote. Il disait l'exote, c'est quelqu'un qui apprend, qui développe en lui la sensibilité au divers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'expose à la diversité du monde et en fait une forme d'esthétique particulière, de mode de connaissance particulière. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est encore possible? Alors Ségalen, c'était le début la première partie du XXe siècle, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se dire que voyager est possible, une expérience à valoriser ou pas, sachant qu'il y a peut-être un angle d'attaque qui est de dire que pour le tourisme, la destination compte plus que le trajet qu'on fait pour aller vers cette destination-là. Quand les aéroports se ressemblent tous, vous prenez l'avion, vous êtes dans une espèce de parenthèse spatio-temporelle où finalement il ne se passe rien, ou en tout cas il doit se passer rien, parce que s'il se passe quelque chose, c'est vraiment très grave. Et le voyage commence une fois que vous êtes sur place, où là vous êtes, je sais pas moi, en Thaïlande, en Corse, ou je ne sais où, et là vraiment le voyage commence. Mais finalement, peut-être que le meilleur moyen de réhabiliter le voyage, c'est, Nicolas Bouvier disait, le voyage commence devant le pas de sa porte, c'est-à-dire c'est d'apprendre à découvrir devant le pas de sa porte, à proximité de chez soi, des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir. C'est étonnant, par exemple, les gens qui vous disent qu'ils partent en Cambodge et ils rencontrent plein de gens différents et ils sont super contents, alors qu'ils habitent dans un immeuble et leur voisin de palier est leur pire ennemi, par exemple. C'est un des paradoxes. C'est un des paradoxes du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des gens qui vivent loin, et pourquoi pas, c'est pas une critique, c'est bien, mais en même temps on ignore et on méprise complètement les gens qui vivent à côté de chez soi, et qui sont pourtant peut-être porteurs de découvertes tout autant que les autres. Peut-être aussi qu'une des contreparties, on s'aperçoit aussi que le tourisme l'espace libre du tourisme devient
un espace qui est de plus en plus colonisé aussi par une forme de productivisme. C'est-à-dire que quand on part, on a quelques semaines de congés payés, il faut en profiter à fond. Et bien souvent, quand les gens partent, ils ont des emplois du temps extrêmement cadrés, serrés. Et il y a une forme aussi de colonisation par la performance de ces espaces-là. Alors là, je vais attaquer la question du sport. Mais moi, aujourd'hui, il m'arrive de marcher en montagne et je m'aperçois qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui marche en montagne. Les gens courent en montagne. De plus en plus, les gens courent en montagne. Et puisqu'on est dans le forum du voyage à vélo, mais je pense que l'usage de la bicyclette n'est pas indemne de ce culte de la performance, parce que de plus en plus, enfin il me semble, l'idée de partir loin, d'aller vite et d'être très efficient dans ses déplacements est quelque chose qui vient coloniser la pratique touristique et finalement coloniser le temps libre, alors qu'il faudrait peut-être apprendre à être oisif. Mais carrément oisif, c'est-à-dire que ne rien faire, sachant que ne rien faire, c'est jamais ne rien faire. Mais en tout cas, recourir par exemple à une forme de contemplation. Moi, je me suis beaucoup intéressé à un auteur qui s'appelle Albert Cossery. C'est un auteur qui a vécu en France, mais qui a grandi en Égypte et qui a écrit toute une œuvre romanesque où il décrit la vie des gens de peu du Moyen-Orient. Et en fait, il montre des gens qui vivent de rien, qui ne font rien, qui ne veulent rien faire, si ce n'est avoir des temps de convivialité avec leurs amis, vivre des aventures, mais des aventures de proximité, contester éventuellement le mode de vie dominant, mais qui finalement nous mettent sur la piste de la vacance au singulier, non pas au pluriel, c'est-à-dire du fait de ne rien vouloir faire. Et peut-être que c'est une forme de subversion, c'est-à-dire que ça, c'est peut-être une forme de renversement de nos vies quotidiennes, dans le sens où on est de plus en plus sommé d'être actif, d'être voire même hyperactif, de rendre efficace tous les temps libres qu'on a, d'être productif partout, tout le temps. Peut-être que finalement, il faudrait apprendre à être carrément improductif. Peut-être que ce serait une forme de contemplation du monde, la contemplation du monde que le voyage peut permettre aussi d'avoir, parce qu'il y a une dimension contemplative dans le voyage. Alors ça, je commence à parler d'alternatives, des alternatives qui me paraissent nécessaires. Mais est-ce qu'on peut penser que le tourisme dit alternatif, dit durable, dit équitable est une alternative vraiment au tourisme ? Alors statistiquement, certainement pas. Et en même temps, tous ces segments d'activité touristique sont en fait des segments qui viennent s'ajouter à la pratique touristique globale, c'est-à-dire que le tourisme solidaire, si on se mettait tous à pratiquer le tourisme solidaire, il ne resterait pas durable bien longtemps, parce que de toute manière, il faudrait qu'on prenne l'avion, il faudrait qu'on aille tous ailleurs, et finalement, on contribuerait à la transformation des sociétés locales de manière largement aussi forte que le tourisme classique. Donc, de ce point de vue-là, on est quand même relativement dans des impasses, parce que il me semble que le tourisme... Alors, c'est une forme de distinction, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes reviennent frustrées de leur voyage et se disent l'année prochaine, je ne pars pas dans ces conditions-là, il faut à tout prix que je trouve autre chose. Donc, c'est une forme aussi de continuer à voyager en se donnant, il me semble, une espèce de bonne conscience liée à la pratique du voyage, c'est-à-dire on continue à se faire plaisir avec l'idée qu'on va finalement être utile pour les autres, mais d'une certaine manière, on contribue aussi à rendre dépendants les économies locales. Alors souvent, on me dit l'économie touristique est quand même un facteur de lutte contre la pauvreté. Sans doute, même si ce n'est pas autant que ça, parce que le tourisme, depuis qu'il existe, aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour constater qu'il n'a pas éradiqué la pauvreté dans le monde, d'une part. Et ensuite, les économies touristiques sont extrêmement fragiles. Elles dépendent de flux exogènes. Il suffit qu'il y ait un grain de sable dans le système pour que ces économies-là se retrouvent privées de ressources assez rapidement. Je parlais tout à l'heure du tourisme saharien, par exemple les Touaregs qui pratiquaient l'élevage, qui se sont reconvertis dans le tourisme. Lorsque le Sahara n'a plus été praticable, ça a été violent pour eux. Et d'ailleurs, Al-Qaïda en a profité parce qu'il y avait des gens qui n'avaient plus rien, quoi, donc qui devenaient enrôlables facilement. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Corse.
Finalement, l'économie touristique corse permet d'enrichir beaucoup une petite partie de la population, mais l'économie du tout tourisme en Corse permet à des gens, certes, de vivre, mais ces gens-là n'ont pas forcément le sentiment de vivre bien. En plus, il y a une transformation du mode de vie qui fait que lorsque vous êtes, par exemple, enseignant, que vous voulez chercher, que vous êtes nommé à Calvi, même si vous êtes corse, que vous êtes nommé à Calvi et que vous cherchez un logement à louer, vous n'y arrivez pas parce que tout le monde veut louer à des touristes chers. Et donc, la mode de vie des habitants du coin est complètement transformée par l'économie touristique. Donc finalement, il m'est arrivé de produire ce discours que je tiens devant vous en Corse. Je me suis dit, je vais me faire canarder à la fin de... Et pas du tout. Parce qu'en fait, ils sont bien placés pour se rendre compte que l'économie touristique est une économie, fragile, qui transforme les conditions de vie des gens en les rendant pas forcément vivables de manière toujours agréable, et que finalement, les contraintes liées au développement du tourisme sont quand même assez fortes. Alors, bon, on va passer au débat, mais on demande souvent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Moi, les solutions, c'est d'organiser une forme de décroissance touristique, de désaménager le monde. Alors comment? J'en sais rien. Mais notamment, en tout cas, je pense qu'il faudrait arrêter de créer des infrastructures touristiques. Un moratoire sur la création d'infrastructures touristiques me paraîtrait intelligent. Désaménager le monde, oui. Se poser la question du pourquoi est-ce qu'on voyage, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de voyager, ce qui nous ramène à finalement réexaminer les conditions de vie dans lesquelles on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, est-ce que le monde est devenu, notre vie quotidienne est devenue tellement invivable qu'on ait cette obligation, cette nécessité de partir pour avoir le sentiment d'exister? Et puis, ce qui contribue à nous amener vers une forme de décroissance touristique, c'est-à-dire partir beaucoup moins souvent, peut-être partir plus longtemps, en vélo ou pas. Voilà. Merci pour votre attention. Donc là, on a un temps de débat, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de pouvoir échanger. Donc, si vous voulez bien lever la main, si vous avez une question ou un ressenti, on vous passera le micro. Bonjour, je voulais juste finir la phrase. Je disais ou beaucoup plus souvent, moins loin. Pas que beaucoup moins souvent, plus loin. D'accord. Bonsoir. Je voudrais évoquer une alternative au tourisme que je pratique. Je pratique pas le tourisme, mais une alternative. Mais ma femme a voulu aller en Afrique, parce qu'elle est d'une famille plus bourgeoise et tout ça, puis elle aime bien voyager. Alors, donc elle a voulu aller, mais pas pour, elle a voulu pour faire une année sabbatique. Et puis enseigner l'alphabétisation. Et moi, je l'ai suivi en me disant, je vais aller voir si je peux peut-être, qu'est-ce que je peux faire, connaître un centre de formation dans l'agriculture, parce que moi, je suis agriculteur, retraité. Et alors, maintenant, après quelques années, je me dis, oui, à propos du tourisme, nous allons une partie de l'année, environ 6 mois, pour donner nos compétences, pour aider avec nos compétences. Et là-bas, nous ne circulons qu'à vélo. Ou si on va à de plus longue distance, ce qui est sympa, mais c'est dur, on est serré, c'est le taxi-brousse. Alors, ou bien le stop aussi, oui, il n'y a pas de problème. Mais le taxi-brousse, c'est pas vous qui pédalez. Ah non, mais on peut même mettre le vélo sur le taxi-brousse si on veut, hein, ça c'est gratuit. Hein, oui. Non, mais je vous dis justement que il y a besoin là-bas surtout de compétences. Par exemple, le menuisier, là, qui est un voisin de notre maison qu'on a rénovée, une ancienne maison de coopérants, parce que maintenant les coopérants, ça a bien diminué. Ça a bien les coopérants qui allaient juste pour la coopération. Alors, je dis qu'il faudrait développer pour les retraités notamment
développer les formations. Les formations là-bas, des formateurs. Moi, je trouve qu'on est très bien accueillis dans l'Afrique occidentale. En française, quoi, bien sûr, puisqu'on parle français. Mais et puis d'autre part, alors dans l'autre sens, eh bien, les immigrés. Alors j'ai rencontré beaucoup aussi les jeunes ne rêvent que, même dans un centre de formation où on a été au début agricole, ils rêvent que d'aller en Afrique, en Europe, d'aller en Europe. Et alors il y en a plein qui vont en Europe, c'est sûr, et qui réalisent leurs rêves. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait les former pour qu'ils puissent retourner avec des compétences. Or, la politique de résolution du problème de l'immigration n'est pas dans ce sens-là. C'est de les accueillir. Les accueillir, oui, mais moi je pense qu'il faut les accueillir en leur permettant d'aller avec des compétences chez eux, parce qu'il y en a besoin, ça je vous le dis. Bon, et voilà un exemple que j'ai vécu et que je suis en train de vivre encore passionnément. Simplement, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de compétences sur place ? Pourquoi ils n'ont pas les moyens d'avoir des compétences sur place ? Souvent, par exemple, il y a des moines qui leur ont appris, mais c'était pas des professionnels, j'en connais, qui leur ont appris la menuiserie, appris les techniques aussi du métal, de la forgerie, pas la forgerie, on ne forge plus, mais d'atelier mécanique. Et là, c'est très déficient, oui. Petite remarque, question. Je suis au fond, ici, je lève la main. Autant pour vous que peut-être pour toute la salle, parce que moi ça m'intrigue et ça m'intéresse. Je vais essayer de faire court et concis. Mais est-ce qu'à vouloir faire des croissants, entre guillemets, ou repenser le tourisme, parce que je pense qu'un peu tous, quand on part en vélo, on ne se voit pas comme touriste, alors qu'on l'est, parce que écologie, vélo, déplacement à pied pour ceux qui ne partent pas en avion. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit valorisé, que ce soit repris par le libéralisme économique et qu'au final, on n'ait pas un peu le même problème, mais avec un nouveau mode de tourisme, comme on voit beaucoup, je trouve, de valorisation de tout ce qui est trek ou ce genre de choses sur Instagram ou ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qui, porté par ça, veulent un peu idéaliser ou s'ériger en voyageurs et veulent partir de la même façon pour le montrer. Et au final, recréer les mêmes problèmes, mais en marchant, en faisant du vélo et souvent en faisant la performance. Et comment arriver en fait à l'entre-deux où on voyage, mais si on voyage tous à vélo, ça va être invivable aussi, quoi. Parce qu'on a tous rencontré, moi je suis pas allé très loin, mais j'ai l'impression que quand je vois les films des gens, ils sont à l'autre bout du monde et ils croisent des Rhône-Alpins ou ils croisent des gens à vélo au milieu de nulle part, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de toute façon de transformer, même en étant décroissant ? Et auquel cas, est-ce qu'il vaut mieux pas rester chez soi ? Moi, je suis assez d'accord avec vous. De toute manière, tant que le monde reste tel qu'il est, le voyage à vélo, le voyage à pied, sont des marchés comme les autres. Il y a un marché du voyage en vélo, on va aménager des pistes cyclables, on sait que les gens qui voyagent en vélo dépensent de l'argent comme les autres. Il y a des gîtes pour les gens qui voyagent en vélo, il y a des gîtes pour les gens qui voyagent à cheval, il y a des refuges pour les gens qui marchent en montagne. Tout ça fait partie du système touristique. Donc effectivement, il n'y a pas, je dirais presque, il n'y a pas d'échappatoire possible tant que le monde va comme il va. Donc tout ça est très bien organisé. Et effectivement, pas provoqué, mais le voyage en vélo n'est pas une alternative au sens où en plus il y a toute une panoplie de matériel divers et variés qui vont avec le fait de se déplacer, mais à vélo, mais c'est pareil pour la marche à pied. Quand on voit, vous avez des montagnards dans d'autres régions du monde qui marchent avec des sandales toute leur vie. Nous, il nous faut des chaussures hyper techniques, des vêtements hyper techniques. Tout ça est un marché comme les autres. Donc,
Rester chez soi, oui, sans doute, ouais. Ou en tout cas, envisager le voyage, y compris à proximité de son domicile. Mais bon, même ça, dès lors que les gens vont commencer à vouloir partir, rester autour de chez eux et tout ça, on va très vite arriver à des prestations de services qui vont vous dire qui vont vous chercher à vous vendre des choses. Hein. C'est incontournable à mon avis. Moi, une petite remarque ici. Moi, je suis allergique à pas mal de choses, dont le monde de la bagnole. Je me déplace qu'à vélo. Et le tourisme à vélo a quand même un avantage très intéressant pour les personnes comme moi qui font tous leurs déplacements à vélo. C'est qu'on se préoccupe enfin de faire des pistes cyclables. Donc moi, je me fous que les pistes cyclables dont je me sers tous les jours servent aussi à des voyageurs. J'en retire un bénéfice. Par contre, quand on veut faire des centres de vacances comme Center Park à Roybon, tout ça, c'est une consommation de biodiversité, consommation de carbone, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un côté positif sur le développement du tourisme à vélo pour ceux qui font une allergie à la voiture. Oui, mais est-ce que la création de pistes cyclables, c'est pas finalement... ça s'inclut dans la création d'infrastructures globales qui vont permettre de serrer les usagers et de faire en sorte de gérer aussi les conflits d'usage. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le Vercors et il y avait un panneau, c'était... attendez voir, c'était quoi ? C'était à chacun sa trace. Chacun son sport, chacun sa trace, ouais, c'est ça. Bon, bah là, c'est pareil. Alors oui, ça vous permet de voyager plus en sécurité parmi les flux de voitures. Mais ça ne règle pas forcément la question qui nous préoccupe, quoi. Non, mais l'idée de prendre son vélo, par contre, pour aller vaquer à ses obligations quotidiennes, pourquoi pas, ouais, je voudrais répondre par rapport aux itinéraires cyclables. Je suis là. Donc, Catherine Bonne, moi je suis administratrice mais bénévole de l'Association française pour le développement des voies vertes et véloroutes, qui est une association qui existe depuis 1997. Et alors, j'ai lu ton livre, j'ai adoré, j'en ai lu d'autres aussi. Pour répondre par rapport à des voies vertes à outrance, dans ce qu'on appelle... moi, effectivement, je ne suis pas d'accord. D'abord, souvent, c'est sur des voies de halage ou des anciennes voies ferrées et déferrées. Mais après, en fait, on ne va pas traverser la France entière sur des itinéraires spécifiques pour les vélos. On a une alternance avec des petites routes, etc. Heureusement. En plus, franchement, rouler que sur une voie verte le long d'un fleuve, c'est chiant. Donc, évadez-vous. Et il y a une trace un petit peu sécuritaire, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Pour démarrer le voyage à vélo, souvent, on a besoin de le faire en sécurité. Et un des gros freins du voyage à vélo, c'est que les gens disent « mais je ne veux pas être mélangé aux voitures ». Voilà. Alors c'est un apprentissage et petit à petit, effectivement, on s'en écarte. On va dans le patelin qui est à l'autre bout ou qui est perché pour aller découvrir autre chose, etc. Voilà. Et tant que j'ai le micro, j'ai lu, donc après le manuel de l'antitourisme, j'ai lu un bouquin d'un autre auteur, un journaliste du tourisme, justement. C'est le tour de la France des villes incomprises. Et j'ai adoré parce que, et en fait, il est parti sur des villes, une vingtaine de villes non touristiques. Et en disant, en fait, et chaque fois il a fait expérience, du style, il y allait un lundi, il faisait mauvais, en janvier, enfin bref, je ne vais pas citer les villes, ce serait intéressant, mais bon. Et en fait, il a fait des rencontres extra dans chaque ville. Mais alors, effectivement, c'est l'histoire des ordures, là, c'est des choses comme ça, en fait. On trouve des gens extra au hasard, voilà. Bonsoir. Moi, c'était par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions par rapport au fait de voyager à vélo et d'être en touriste. Moi, ces dernières années, j'ai souvent associé le vélo à, par exemple, aller sur des lieux de lutte. Par exemple, je pense à Notre-Dame-des-Landes ou aller faire du woofing. Du coup, finalement, le vélo devient juste le moyen de se déplacer et il n'est plus que la finalité du voyage, il est à la fois les deux. Voilà, moi, c'est une des solutions que j'ai trouvé, un peu ce questionnement que j'ai, toutes les questions qui ont été posées cet après-midi. Pardon. Moi, je suis comme vous, je suis très marqué par la lecture de Nicolas Bouvier. Et je pense que ça peut nourrir le débat actuel de le lire ou de le relire, parce qu'il a quand même une manière de voyager, même si le monde qu'il décrit n'est plus le même. Il a une philosophie du voyage dont on pourrait s'inspirer, quoi. C'est extrêmement humaniste, extrêmement
ça permettrait de réfléchir à la notion de voyageur, justement. Oui, bonjour, bonsoir. J'étais très intéressé par tout ce que vous avez exprimé auparavant et vous avez parlé de formes de colonisation. Et j'ai un chiffre qui m'est revenu, que j'avais lu il y a 2-3 ans, comme quoi le nombre d'avions entre 2010 et 2020 allait se multiplier par 2. Donc ça montre un petit peu qu'on a un phénomène important de développement du tourisme notamment. Je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, il faudra certainement changer nos modes de vie, changer notre façon de nous comporter. Mais je trouve que vous avez été un petit peu pessimiste sur les voies qu'on a devant nous. Moi, je pense qu'il y a un côté... D'abord, il faut différencier le tourisme grande distance et le tourisme à notre porte. Quand je dis notre porte, c'est l'Hexagone, c'est l'Europe, parce que je trouve que nous avons à côté de chez nous des tas de choses que nous ne connaissons pas, parce que nous sommes enfermés dans notre maison, dans nos voitures, on va toujours au même endroit. Enfin, c'est le tourisme dont vous avez parlé. Donc déjà, ce que je trouve de très positif en quelques mois, sur les 2-3 années qui sont passées, c'est qu'on prend conscience que le vélo peut nous apporter autre chose. On a déjà, et je vois cette salle qui est pleine, et les autres salles aussi, et j'étais là il y a 2 ans, on était beaucoup moins nombreux, je vois qu'il y a un changement de comportement des gens vis-à-vis de la petite reine. Et je trouve ça extraordinaire. Parmi mes amis, il y a énormément de gens, nous faisons pas mal de vélos, il y a énormément de gens qui se sont mis au vélo petit à petit, assistance électrique ou pas. Je trouve ça extraordinaire, l'assistance électrique. Vous avez des personnes plus âgées qui maintenant se permettent de reprendre le vélo. Donc je crois qu'il y a un phénomène de décroissance touristique tel que nous le connaissions auparavant. Nous sommes loin de ce que nous pouvons espérer encore. Je prends les vélos électriques, par exemple. L'année dernière, il y a eu 560 000 vélos électriques vendus en Allemagne. En France, on n'en était qu'à 50 000. Donc, vous voyez, il y a encore on a de la place. Mais ils ont des chemins, des véloroutes plus importants. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que nous avons déjà une modification de nos comportements. Et je trouve ça très positif. On voit beaucoup plus de gens autour de chez nous, le week-end, quand on prend le vélo, il y a énormément de gens qui se baladent à vélo, que ce soit à l'intérieur de la ville ou que ce soit à l'extérieur, sur des petits chemins, avec leurs enfants. Et voilà, moi je trouve ça très positif. Et dernier point, c'est que le vélo permet la communication. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très vrai, c'est qu'on va à l'autre bout du monde, mais on ne parle pas aux voisins d'à côté. Aujourd'hui, quand vous prenez le vélo, vous allez n'importe où, sur n'importe quel petit chemin de campagne, vous rencontrez un autre vélo, vous faites un signe, bien souvent vous arrêtez, vous demandez d'où il vient, etc., etc. Moi je trouve ça extraordinaire. On se remet à discuter, à échanger entre nous, des petits conseils. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Après, moi, ce que je remets en cause, c'est est-ce que le vélo contribue à changer le monde ? J'en suis pas convaincu du tout. Je pense que c'est une pratique qui vient. Les gens peuvent faire du vélo le week-end, mais prendre leur voiture la semaine pour aller au travail comme ils faisaient auparavant. Je suis pas sûr que la pratique du vélo se substitue à d'autres types de pratiques qui, elles, ne seraient pas aussi conviviales et écologiques. Voilà. Mais bon, j'ai pas fait de recherche là-dessus précisément. Il faudrait mais je suis pas sûr que dans 20 ans, on aura réglé, on sera plus avancé sur les questions sociales et écologiques qui nous préoccupent parce que les gens pratiqueront de plus en plus le vélo. Alors peut-être que je vous parais pessimiste en disant ça. On verra. J'ai une petite question ici. Vous avez parlé de... Merci d'abord pour tout ce que vous avez dit. J'avais une petite question, avoir votre avis. Vous avez parlé de décroissance du tourisme. Il y a un bouquin que vous avez sûrement lu sur la domination touristique qui rassemble des écrits d'auteurs de pays du Sud, on les appelle comme on veut, des visités en fait. Et que la question c'était aussi de la façon de changer notre façon de voir le monde, qui était aussi importante que de décroître dans notre envie de tourisme et décroître ou changer complètement notre vision
derrière la rencontre, puisqu'on passe à côté d'énormément de choses. Et puis, vous en avez parlé, mais ce bouquin parle des dégâts incroyables du tourisme de masse, mais aussi de tout ce qui pourrait venir après. Vous en avez un peu parlé. Et voir si vous pouviez rebondir sur ce livre ou pas. Que vous connaissez. Je me disais que vous le connaissiez. Je connais son existence, mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas encore lu, je vais dire. Voilà. Mais il est très nourrissant. D'accord. Okay. Je le lirai alors. Le gros du message, c'est aussi de montrer les dégâts sur l'imaginaire collectif des visités, des gens qui sont rencontrés. Voilà, vous l'avez en partie dit, c'est qu'il y a une façon d'imposer notre façon de voir les choses, et comme c'est bien vu, ça rentre encore. Enfin voilà, il y a des dégâts fondamentaux qu'on fait partout, non seulement sur les relations sociales, sur l'inégalité qui augmente, la destruction des environnements, mais aussi cette relation à l'autre qui est problématique. Donc on doit tous faire gaffe la façon dont on est. Voilà. Mais c'est en cours. Hein. Je crois que je vais devoir lire le bouquin plusieurs fois pour et maturer ça pour changer personnellement. Du coup, là, ce que j'entends beaucoup depuis tout à l'heure, je suis là, c'est un aménagement en fait du temps libre et une espèce d'éthique personnelle, ce qui est très bien d'avoir une éthique personnelle pour le voyage, etc. Mais j'entends pas de remise en cause plus profonde en fait du temps libre en soi, qui est pour moi pris dans la logique du travail en fait. Et donc pour moi, une critique du tourisme doit s'allier à une critique du travail. Et si en fait toute l'année tu produis des choses merdiques et que 5 semaines par an en fait, voilà, t'auras été un consommateur éthique, parce qu'en fait là, de tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est une position de consommateur qui va consommer d'une certaine manière. Et qui est dans un non-choix, parce qu'il est dans ce non-choix de consommer d'une certaine manière. Et ce qui me paraît important, en fait, c'est de remettre en cause du coup le travail et le fait que ça prenne une telle place. Et j'aimerais bien aussi entendre ce qu'on produit au travail, pas seulement ce qu'on produit en tant que touriste. Et en plus, le secteur, par exemple en France, il y a énormément de personnes qui travaillent dans le tourisme. Donc aussi, on est tous producteurs, beaucoup de personnes sont producteurs et productrices de cette réalité touristique. En tant qu'intérimaire du fromage, en tant bah oui, parce qu'il y a plein de labels qui se font. En fait, tout est labellisé, tout est mis dans cette logique touristique, soutenue par les politiques, par des marques territoriales qui vont faire de chaque chose un produit touristique. Les spécialités qu'on faisait autrefois, ça devient des spécialités de telle marque du département. On parlait du vélo, par exemple. Pour moi, dans le vélo, il y a ce côté avant-gardiste, par exemple. Et ensuite, d'autres vont aller sur les pas de Nicolas Bouvier ou sur les pas de Stevenson, etc. Et le marché, il est à l'écoute de toutes ces innovations, de toutes ces ruptures, de toutes ces c'est des fois des personnes qui cherchaient une forme de subversion par rapport au modèle existant. Et en fait, je pense qu'il faut aussi faire une espèce de critique de ça, de personnes qui vont ouvrir le marché. Et on voit avec l'expansion Eurovélo 6, tous les grands trucs de vélo. Et pour répondre aussi par rapport aux aménagements des pistes cyclables, moi je suis à Grenoble. Et à Grenoble, il y a cette idée de développer les pistes cyclables, mais c'est dans une délire d'efficience en fait. C'est-à-dire que c'est toujours en fait où on se déplace, où on va. Moi en fait, la plupart du temps, je me déplace soit pour aller au travail, soit pour aller consommer. Et les pistes cyclables vont en fait dans ces zones-là, dans des zones, elles te permettent de couper la ville pour aller très rapidement dans les zones commerciales, mais comme le tram ou comme d'autres choses, comme le train, etc. Et en fait, c'est une forme d'aménagement de la ville et ça ne se substitue pas forcément du tout aux autoroutes, parce qu'à Grenoble, ils vont faire la 480, ils vont aménager une 3e voie pour l'autoroute. Donc ça n'enlève rien à la logique d'additionnement des modes de déplacement existants. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant.
Bonsoir. Il y a une province italienne, les Cinq Terres, qui est en train de mettre en place une carte d'accès à la zone des Cinq Terres pour essayer de limiter justement le nombre de touristes annuels qui viennent visiter ce petit paradis italien. En France, la municipalité de Saint-Gervais ou de Chamonix réfléchissent depuis un certain temps sur la mise en place du même principe de contingentement des accès au Mont Blanc, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui fait l'escalade chaque année. Et la question que je me pose, c'est ce mode de fonctionnement ne va-t-il pas, quand je me pose la question ne va-t-il pas, je suis faux cul parce que je suis sûr que ne va-t-il pas encore augmenter en fait le tri social de ceux qui vont pouvoir voyager, être des touristes et les autres. Et est-ce que c'est pas la mauvaise bonne solution, quoi? Alors c'est très pessimiste comme remarque parce que je fais comme toi, j'ai pas vraiment d'idée magique pour essayer de contrôler le truc parce que sur les 100% de gens qui vont voir le Taj Mahal, ils n'ont aucune surprise. On l'a tous vu sur Internet et on le voit mieux sur Internet que quand on est devant. Alors, quel est l'intérêt d'y aller, quoi? Et la baie d'Along, c'est pareil. Il y a plein de trucs comme ça où 80% des touristes qui vont, ça, voilà, ils n'ont pas la découverte. Ça leur fait rien au cœur, quoi, parce que ils découvrent que dalle, quoi. Et en plus, quand les gens sont devant le Taj Mahal, ils lui tournent le dos pour faire un selfie. Donc, non mais c'est emblématique aussi. Ça veut dire que le narcissisme a complètement envahi la pratique touristique. Et quand en fait, on arrive à un paradoxe, c'est que plus la circulation est possible, plus la liberté de circulation devient compliquée. C'est-à-dire que là, on est en train de dire à des gens, n'y allez pas, ou alors si vous y allez, payez. Alors en même temps, on n'est pas sûr que le fait de payer dissuade les gens d'y aller. On peut même se demander si ça renforce pas l'attractivité des lieux en disant que si c'est payant, c'est que c'est vraiment intéressant et donc on va y aller encore plus, quoi. Donc on n'est même pas sûr que ce soit un remède à la surfréquentation touristique. Mais ce qui est certain, c'est que cette idée de liberté de circuler est en train finalement de rentrer en opposition avec la facilité des circulations aujourd'hui. Je voulais juste rebondir par rapport à tout à l'heure, vous disiez pour le vélo qui n'était pas forcément une solution qui ne va pas faire changer grand-chose. Je suis qu'à moitié d'accord parce que personnellement je suis lyonnais, je vis sur Lyon depuis 4 ans et je me déplace quotidiennement à vélo et déjà en 4 ans j'ai vu une nette évolution du nombre de cyclistes qu'il y avait et pas seulement que des cyclistes mais aussi des automobilistes et de leur comportement. Et du coup, c'est tout un ensemble en fait qui est lié au vélo et ce qui va avec, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont à vélo, beaucoup plus d'aménagements urbains qui favorisent aussi le vélo, donc du coup qui favorisent un déplacement qui, à mon sens, en tout cas à l'échelle urbaine, est le meilleur parce que c'est la meilleure solution, le meilleur rapport entre la vitesse, le coût, l'impact écologique, etc. Et étant donné qu'il y a des meilleures infrastructures, plus de personnes peuvent se permettre aussi de le faire parce qu'avant il y avait des notions de crainte liées aux automobilistes, liées aussi aux autres piétons parce que il y a des sortes de dangers qui viennent de partout. Et ce que je vois dans mon réseau proche en tout cas, c'est que la quasi-totalité des cyclistes et des nouveaux cyclistes aussi sont des personnes concernées aussi de près ou de loin par la question écologique. Et souvent c'est pas juste le vélo, mais c'est aussi tout un mode de pensée qui va avec le vélo et qui s'accompagne avec le vélo. C'est justement une remise en question sur son mode de consommation, sur l'origine des produits, sur la qualité des produits. Et du coup, ce vélo, c'est aussi un peu le symbole de tout un changement, pour moi, de comportement, de consommation. Et après, c'est aussi un changement de répartition et d'utilisation de son temps. Parce que si on a l'habitude et le réflexe de l'utiliser au quotidien pour aller travailler, le week-end, quand on veut se déplacer pour aller voir un ami, pour aller au musée, aller boire un verre, on aura aussi le réflexe de prendre le vélo. Et petit à petit, si ça devient encore plus un réflexe ancré, on va élargir l'échelle, parce que là, c'est l'échelle urbaine qui est proche. Mais après, quand on aura de plus en plus de temps et d'infrastructures, on essaiera de le prendre pour aller de plus en plus loin.
Et voilà, dans un premier temps, et après ça restera du coup, si on refait un lien avec le tourisme, ce sera un tourisme un peu plus local. Et après, pour le tourisme à grande distance, il y a 2 points que je voulais voir. C'était la première solution, en fait, l'idéal, c'est limite qu'il n'y ait plus de tourisme du tout. Parce que peu importe le tourisme, au final, ça crée des infrastructures, ça crée de l'offre et du coup de la demande, etc. Mais après, je pense qu'il y a aussi une autre solution, une alternative. J'ai assisté à des conférences tout à l'heure. Et il y avait notamment une personne qui s'appelait Marc, enfin qui s'appelle Marc encore. Et lui, comme il a voyagé, il nous racontait une anecdote. Par exemple, il avait fait le Maroc à vélo. Et sa manière de le faire était en totale adaptation, je dirais, avec son milieu, à tel point qu'il se baladait tranquille sans que personne le remarque, parce qu'il était habillé comme les locaux, il exhibait pas une richesse européenne ou autre, et du coup, il était limite pas considéré comme touriste, mais comme personne locale. Et du coup, en sachant être discret, en sachant être adapté à son environnement, on peut, à mon avis, réussir à voyager en tant que touriste avec un impact le plus faible possible. Après, encore une fois, c'est une histoire de quantité. Si on est 2 milliards à faire ça, voilà, ça change tout aussi. Non, mais la question que je me pose pour revenir sur les trajets en vélo en ville, est-ce que l'augmentation du nombre de cyclistes s'accompagne d'une diminution du nombre d'automobilistes? Ouais. Je sais pas. Ouais. Du coup, juste, après, il y a une quinzaine d'hommes à peu près qui ont pris la parole. Je trouve que c'est pas mal qu'il y ait une autre femme en plus de Catherine. Voilà. On m'a dit de faire court, donc je vais faire court. Je voulais rebondir tout à l'heure sur le temps de travail, sur le fait que, effectivement, le fait d'avoir 5 semaines de vacances par an pour compenser, ça pose question. J'ai vu passer un sondage récemment qui posait la question: est-ce que vous seriez prêt à perdre 1 semaine de vacances par an en travaillant moins, donc en finissant plus tôt par exemple la journée? Il y avait 75% qui n'étaient pas d'accord. Donc effectivement, moi je suis d'accord que ça pose question sur notre façon de travailler et de répartir notre temps toute l'année. Après, sur le vélo, moi je trouve que c'est une vraie alternative. Le fait que vous trouviez pas, ça m'interroge quand même. Je trouve que le vélo, c'est l'éloge de la simplicité. On parle de vélo à assistance électrique, mais moi je n'utilise pas d'assistance et je trouve que c'est parfait. Ça existe depuis 200 ans. Il n'y a pas énormément d'améliorations techniques forcément à faire. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est l'éloge de la lenteur qui est aussi intéressant. Et c'est aussi une façon formidable de sortir des sentiers battus. Parce qu'on peut... il y en a certains qui ont besoin de grands itinéraires pour se lancer. Et après, on a plein de petites routes. On a vraiment 1 milliard d'itinéraires possibles. Et donc c'est une vraie façon de répartir les flux. Et potentiellement, moi ça ne me dérangerait pas qu'il y ait plus de 60 millions de Français qui partent en voyage à vélo. Je ne pense pas que ça créerait des problèmes. Voilà. En fait, moi, mon doute, c'est qu'on a vu aussi tout l'engouement autour de la marche à pied. Mais l'engouement de la marche, sur lequel on a un peu plus de recul, l'engouement de la marche à pied n'a pas transformé la réalité de nos espaces quotidiens, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, il y a peut-être un engouement sur le vélo, mais est-ce que dans 10 ans, 15 ans, on remarquera que la réalité s'est transformée de par cet engouement-là? Je suis sceptique. Voilà. Si vous voulez en discuter un peu plus longuement, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions vu qu'il y a une dernière. T'en veux une dernière? Non, mais vu qu'on... Je vais être... Merci à vous en tout cas. Merci Rodolphe.